ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. La rentabilité en immobilier et sa part de risque. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des risques qui sont totalement liés à l'investissement immobilier. J'ai même identifié 9 sortes de risques. J'ai pas été exhaustive, j'ai pas creusé, je suis sûre qu'il y en a encore plus, mais il y en a déjà 9 à prendre en compte. J'ai envie de vous en parler et j'ai aussi envie de vous parler quel est le lien et la relation qu'on doit avoir avec ces risques-là quand on est investisseur immobilier. Vous n'êtes pas sans savoir que tout investissement comporte des risques. On le dit toujours et c'est écrit dans les petites lignes de chaque investissement que vous faites sur les sites internet. Donc, vous le savez, l'investissement comporte des risques. En général, les gens qui se tournent vers l'immobilier, ce sont plutôt des personnes qui sont frileuses en termes de risques, parce qu'elles se rassurent en se disant c'est bon, l'immobilier c'est quand même quelque chose de stable, ça me fait beaucoup moins peur d'investir en immobilier que d'investir dans autre chose. Ce que je comprends, parce que c'est mon cas également. Moi, l'immobilier, ça me rassure. Je trouve que ça a un côté très concret qui est rassurant. Mais l'erreur, c'est de penser que l'immobilier est forcément sans risque. Non, l'immobilier, il y a de nombreux risques qui sont corrélés à l'investissement immobilier. Ce que je trouve génial dans l'investissement immobilier, surtout quand on le gère soi-même, c'est qu'on a la main mise en grande partie, pas à 100%, mais en grande partie sur ce qui va se passer pour nous. On peut maîtriser, je le redis encore une fois, partiellement, mais on peut maîtriser une partie des risques. Alors que c'est vrai, quand on fait un investissement papier, finalement, tu ne sais pas comment ça va être géré par les autres. Il n'y a pas la part où tu peux, entre guillemets, rattraper et sauver les meubles parce que tu es dans l'investissement et acteur de ton investissement. Donc, c'est ça qui est chouette avec l'investissement immobilier, c'est que oui, il y a des risques, mais tu vas pouvoir contribuer d'une façon ou d'une autre pour essayer de les diminuer en cours de route. Donc, je vais vous parler de ces risques et comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de les maîtriser au mieux, même s'il y a toujours une part dans certains risques, vous allez voir qu'on ne peut pas maîtriser à 100% ou s'assurer à 100%. J'ai envie que cet épisode ne soit pas pour vous source d'angoisse, mais plutôt source de pragmatisme pour vous aider en fait, à la fois quand vous êtes à la recherche de la bonne affaire, de vous enlever cette fausse idée de vous dire qu'il y aura une bonne affaire sans risque, parce qu'en réalité, souvent, quand il y a une bonne affaire à faire, c'est qu'il y a des risques. Sinon, ce ne serait pas une bonne affaire. C'est-à-dire que un investissement immobilier avec zéro risque, c'est tout simplement un bel appartement dans un endroit très prestigieux, ultra bien exposé, une demande locative très forte. En gros, voilà, le risque, il n'y en a pas, presque pas. Mais si vous avez très peu de risques, la rentabilité, vous n'allez pas la trouver. Donc, il faut accepter, quand on est investisseur immobilier et qu'on veut faire une bonne affaire, que nous, notre métier, c'est d'investir finalement dans un bien qui est un peu plus risqué, tout en ayant ce talent de réussir à maîtriser ces risques. Retenez bien donc cette phrase. L'investisseur immobilier qui va cartonner et faire des belles rentabilités, ce n'est pas celui qui va faire un investissement sans risque, c'est un investisseur qui va investir dans un bien immobilier qui comporte des risques, mais dont il est confiant dans le fait de les maîtriser par la suite. Vous pouvez méditer sur cette phrase. En attendant, je vais attaquer les 9 risques que j'ai identifiés et comment est-ce que l'investisseur, on va dire malin, va réagir face à ces risques. Parce que les risques sont à chaque fois finalement une opportunité pour l'investisseur qui veut être très rentable. Le premier risque classique, c'est les travaux. Évidemment, quand on achète un bien avec travaux, on prend plus de risques. Pourquoi ? Parce que les travaux peuvent dépasser, on peut perdre de l'argent avec un entrepreneur malveillant, on peut avoir sous-estimé les travaux, avoir des surprises pendant son chantier. Donc tout ça, ce sont clairement des risques. Donc c'est logique, le risque paye plus, donc un bien avec travaux
va être plus rentable en général qu'un bien sans travaux. L'investisseur malin, pour contrer ce risque, va évidemment prévoir une enveloppe de dépassement de travaux pour prévoir large. Et en plus de ça, il va suivre son chantier aux petits oignons, être malin pour débloquer peu de fonds qu'au fur et à mesure et réussir justement à maîtriser ce risque. Deuxième risque, il y a la fameuse dette technique. Alors ça, c'est les fameux biens qui ont probablement peu de travaux. Ils peuvent avoir des travaux, mais il y en a beaucoup qui ont peu de travaux visuellement, mais en réalité qui accumulent une sacrée dette technique. Ça peut être un toit vieillissant, une façade un peu délabrée, où tu te dis « Ouh là là, la copro, va falloir à un moment donné sortir un gros ticket ». Et ça, c'est des risques qui sont difficiles à maîtriser parce que des fois, tu ne sais pas quand ça va tomber. Parfois, tu le sais déjà d'avance, tu le vois au moment où tu relis les assemblées générales précédentes de la copropriété de là où tu achètes. C'est important de le faire et d'essayer donc de maîtriser au mieux possible cette future dette technique. Évidemment, encore une fois, là, l'idéal, c'est de prévoir un petit paquet pour la dette technique, c'est-à-dire prévoir de l'argent de côté au cas où il y a besoin. Par exemple, nous, typiquement, dans notre premier immeuble, on sait que le toit, il est assez vieux, il n'est pas top, mais ça fait partie du jeu. Il faut qu'on ait une réserve de trésorerie pour ce toit spécifiquement, mais tant qu'il tient, il tient. Il y a cette forme d'incertitude qu'il faut gérer. Par rapport à ce deuxième risque donc de la dette technique, donc il y a vraiment deux aspects, ce qu'on peut prévoir et ce qu'on ne peut pas vraiment prévoir. Et pareil, être précautionneux. C'est pas parce qu'un bien, théoriquement, il n'y a pas de travaux à faire dedans, que en réalité, comme c'est déjà un petit peu vieillissant, que ça a déjà 10 ans, peu importe, finalement, il y a quand même une part de dette technique qui est installée dans cet appartement. Donc ça, il faut le prendre en compte. On le calcule, on le prend en compte dans ses calculs. Et parfois, il y a la part de risque, comme nous, on l'a accepté pour le premier immeuble. Le jour où on doit sortir de l'argent pour refaire le toit, notre rentabilité, elle va forcément plonger. Mais pour l'instant, c'est hyper rentable parce qu'on a choisi d'investir là, de prendre le risque de ne pas refaire le toit tout de suite en se disant, si jamais pendant 10 ans le toit il tient encore, très bien, profitons de la rentabilité tant que le toit tient. Et puis si jamais il ne tient pas, nous on a l'argent prévu de côté au cas où pour ce toit. Troisième risque, il y a les risques administratifs. Donc ça peut être soit des autorisations de travaux que vous avez envisagé de faire, soit des locataires qui sont déjà en place au moment où vous achetez et vous ne savez pas tout à fait à quel point ils sont fiables, parce que souvent c'est difficile de le savoir au moment de la vente, même si vous pouvez demander des attestations de paiement des loyers, etc. Vous avez tout qui est clean, mais on ne sait pas trop comment les gens peuvent s'être mis d'accord en amont. Donc moi je me méfie toujours un peu. Il y a le risque administratif, par exemple, de la politique de la ville au niveau des places de parking. En gros, il y a une sorte de risque administratif aussi qui est intrinsèque à l'investissement immobilier. Et ça, pareil, l'investisseur rentable et malin, il va premièrement essayer de tout baliser au maximum avant la signature du compromis et avant la signature chez le notaire officiel de la vente. Mais parfois, il y a encore des risques après, parce que de réussir à absolument tout baliser avant la vente, c'est quasiment impossible. Et donc, il y a ça qui est aussi là, présent pour nous, investisseurs. Et le talent de l'investisseur rentable, c'est de réussir à affronter chaque problème administratif l'un après l'autre jusqu'à ce qu'il obtienne la bonne rentabilité qu'il le souhaite. Mais pareil, en fait, en réalité, les biens avec un risque administratif fort vont être beaucoup moins chers que les biens avec peu de risque administratif. Ensuite, quatrième risque, il y a le risque de la demande locative. Évidemment, plus c'est prestigieux, moins il y a de risques et donc plus le bien est cher. L'investisseur rentable va donc être intéressé par des biens où la demande locative est plus incertaine, parce que forcément, il va acheter beaucoup moins cher. Ça peut aussi être de se dire, la demande locative, je ne suis pas sûre, est-ce que les colocations, ça va marcher ou pas dans mon endroit ? En fait, il y a cette part de risque, elle est là, elle est toujours là. Il y a des solutions, notamment faire des fausses annonces pour réussir à tâter le terrain, faire une petite étude de marché pour être sûr et rassuré. Mais tant qu'on ne l'a pas fait, on n'est jamais complètement rassuré. Cinquième part de risque, j'appelle ça le risque de sa propre motivation, c'est-à-dire d'avoir acheté un bien où on se dit « ouais, on va faire de la LCD » et finalement on se démotive et on le passe en longue durée. Ça, c'est une forme de risque. Moi, j'aime bien pallier à ça en se disant qu'on va faire de la location longue durée, d'essayer que le bien il soit rentable en location longue durée et que la location courte durée, ce soit du bonus. Mais en même temps, si vous partez sur un bien atypique qui ne peut que marcher en location courte durée, forcément, c'est un bien que vous allez acheter peu cher, ou en tout cas beaucoup moins cher, et votre rentabilité peut potentiellement exploser. Sixièmement, il y a le risque de délégation. Et on en avait parlé dans l'épisode 147 avec Tania, justement, qui fait de la location courte durée, où elle disait clairement
Le plus gros risque en location courte durée, ce n'est pas l'emplacement, ce n'est pas le style de l'appartement, etc. Mais c'est de trouver le bon prestataire de ménage. C'est exactement ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une part de risque de est-ce que je vais trouver la bonne personne pour gérer mon bien. 7e risque, il y a le risque environnemental. Alors, typiquement, moi, je pense toujours au réchauffement climatique. Est-ce que c'est une zone qui, dans 5 ans, 10 ans, va être agréable à vivre ou pas? Ou est-ce que ça risque justement de perdre en valeur à cause de l'environnement? D'ailleurs, si jamais vous investissez, moi, ce que je vous conseille fortement, c'est d'aller voir la montée des eaux sur Internet, parce qu'il y a des simulations qui montrent les zones qui sont vraiment à risque par rapport à ça. Je suis sûre que vous allez trouver en tapant sur Google et en se renseignant sur le sujet, de voir quelles sont les zones finalement qui sont vraiment exposées aux risques environnementaux. Et il y a également dans le DPE la partie risque environnemental d'inondation, mais ça c'est plus classique. Mais je ne suis pas sûre que ça prenne en compte la montée des eaux. C'est vraiment les inondations, il me semble, dans le DPE. Donc faites ça aussi, cette petite recherche, pour bien vous renseigner sur ça. 8e, il y a le risque géographique, politique et économique. Ça, c'est des choses sur lesquelles vous n'avez pas vraiment de pouvoir. C'est éventuellement l'évolution de la santé économique de la région dans laquelle vous investissez. Ça, vous ne pouvez pas tout prédire. Il peut y avoir également des changements de politique dans une ville. La location courte durée, par exemple, des encadrements de loyer. Donc tout ça, pareil, vous n'avez pas la main dessus. Et enfin, le 9e risque, c'est le risque fiscal, parce qu'il peut y avoir des changements. D'ailleurs, dans l'épisode 153, je vous parle du fameux LMNP et les potentiels futurs changements de loi. Donc oui, ça aussi, il faut le prendre en compte. Il y a une part de risque fiscal, parce que on ne sait pas, le gouvernement peut changer les règles du jeu, et vous ne le saviez pas au départ. Donc vous voyez, dans tout ce que je vous ai décrit, il y a des risques que vous pouvez potentiellement maîtriser au maximum, sur lesquels vous avez la main dessus. Il y a des risques où vous n'avez presque pas la main dessus. Et c'est comme ça. Vous, votre travail, ça va être de détecter les risques sur lesquels vous allez être bon, que vous allez réussir à surmonter, qui pour d'autres seraient des risques incommensurables, comme par exemple les travaux, ça c'est un classique, mais qui pour vous, vous êtes prêt à les affronter, les maîtriser pour que ça se passe bien. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas fait flipper avec cet épisode, parce que ce n'est pas le but. Le but vraiment, c'est que vous preniez conscience que la rentabilité est liée à ces risques, forcément, parce que plus c'est risqué, plus ça va être rentable, que si vous n'acceptez aucun risque, vous n'aurez pas de rentabilité, ou en tout cas très peu. Mais c'est votre travail de réussir à limiter les risques et à les baisser, mais vraiment concrètement, en les gérant soi-même, et que pour le vendeur, ça peut paraître des risques énormes, mais pour vous, ça ne l'est pas. Vous pouvez juste essayer de les maîtriser, de les comprendre, d'étudier au maximum en amont et avoir du talent dans l'exécution. Par exemple, nous on avait fait un achat, on avait eu un refus des architectes du bâtiment de France, donc ça c'était typiquement un risque administratif, mais c'est la force de l'investisseur d'être tenace, d'aller directement prendre un rendez-vous à la mairie, rediscuter avec la personne qui décide, voir les ajustements qu'on peut faire et sortir avec le papier d'autorisation des travaux. Et ça fait partie finalement du talent de l'investisseur rentable, de réussir à surmonter ces petits points pour réussir. Voilà pour aujourd'hui. J'ai pas envie de vous récapituler les risques parce que sinon vous allez sombrer dans le stress à la fin de cet épisode. Moi, ce que je veux vraiment que vous reteniez, c'est le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit. On sait que les risques, ils existent, ils sont là, on les pose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier ces risques en amont du projet, sachant que la raison pour laquelle le prix est bas, c'est parce que ces risques sont là. Faire les démarches avant la signature pour essayer de maîtriser au maximum ces risques. Et une fois que vous aurez effectivement acheté le bien, les risques, il y en aura encore et il faudra juste être malin dans l'exécution pour que finalement, au gré du vent, vous réussissiez à avancer et à ce que votre investissement remplisse vos objectifs. C'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.